Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité ou l'histoire, la géographie d'un pays. L'émission Un pays en débat vous rafraîchit la mémoire et vous offre la possibilité de s'interroger tous ensemble sur le principe des libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Ça vous plaît ? Alors, suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Écoutez, voici la Rachidia. Cet orchestre tunisien formé sous l'occupation. En 1934, c'est déjà une forme de révolte, car souvent, dans l'histoire, la musique est outil de protestation. Qui ne connaît sur cette antenne la Tunisie, soit parce qu'il en est originaire, soit parce qu'il s'y rend en vacances. La Tunisie, c'est ce pays de 12 millions d'habitants qui s'étend sur une surface d'environ un tiers de la France. C'est un pays à l'économie chancelante, avec une dette colossale, le tourisme, principale source économique du pays, se fragilisait avec la crise économique, le terrorisme et le Covid. En France, c'est l'une des plus importantes communautés étrangères. Plus de 250 000 personnes ont un titre de séjour et beaucoup de Français ont la double nationalité. Avec la Tunisie, on entre dans un espace culturel nord-africain particulier, le Maghreb, en français, le couchant. Ce nom vient de l'orientation du soleil. Il se couche à l'ouest. Alors, les pays du couchant sont l'Occident du reste du monde arabe. Maghreb, c'est aussi le nom de la prière du soir, l'avant-dernière de la journée pour les musulmans pratiquants. La Tunisie est encerclée par les pays du Maghreb, si j'ose dire. L'Algérie à l'ouest, la Libye à l'est. Sous l'occupation française, Algérie et Tunisie étaient regroupées sous une même province, l'Afrique du Nord française, aussi absurde que cela puisse sonner. Un nom auquel la Libye, voisine à l'est, a échappé. Bien qu'appartenant à la même région culturelle, le Maghreb, les trois voisines entretiennent des relations conflictuelles. Mais en 2011, la Tunisie est la première terre d'accueil de centaines de milliers de Libyens et de Libyennes qui fuient la guerre civile, transformée en un combat de rue. 8 ans après la fuite de Ben Ali, les Tunisiens ont élu en septembre 2019 Kais Saïed comme président. Spécialiste du droit constitutionnel, il remodèle un système politique comme il l'entend. Depuis l'été 2021, Kais Saïed s'octroie les pouvoirs les plus importants de la République, législatif, judiciaire et exécutif, rien que ça. Ce qui n'est pas sans provoquer un certain nombre de réactions au sein du peuple tunisien. Dernièrement, il a imposé une loi qui interdit aux binationaux et aux naturalisés de siéger au gouvernement, à l'Assemblée ou même de se présenter à toute forme d'élection. Eh bien, c'est ce sujet que nous allons aborder maintenant avec notre invité Selim Ben Abdesselem. Selim Ben Abdesselem, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme politique tunisien, vous avez été élu député lors de l'élection de l'Assemblée constituante en 2011, vous avez été élu dans une circonscription française en tant que représentant alors d'Ectakatol. Vous avez également publié Du rêve au cauchemar et de la fracture au compromis en 2018 aux éditions Nirvana à Tunis qui relate toute votre expérience. Vous êtes un juriste de haut vol. Alors, je voudrais vous poser une question tout de suite. On est au courant d'un certain nombre de manifestations en Tunisie. Pourquoi les Tunisiens, enfin certains Tunisiens, manifestent-ils ? Bien, il y a une partie des Tunisiens qui n'approuvent pas ce qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire l'accaparement des pouvoirs par l'actuel président qui a fait passer une constitution qui a été adoptée par référendum dans des conditions très contestables concernant l'organisation du référendum. Mais sur le résultat, effectivement, il y a eu 95% d'approbation, de vote pour, avec 30% de participation. Enfin, il y a des contestations sur le chiffre, sachant que les 4 principaux partis d'opposition avaient appelé au boycott. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens qui auraient été contre cette constitution ne sont pas allés
voté ont vraisemblablement suivi ce mot d'ordre. La raison est là. La raison, c'est ça et tout ce qui s'entoure. La situation économique est catastrophique aussi. Et là, l'argument qui consiste à dire c'était ceux qui ont gouverné le pays pendant 10 ans qui sont responsables, mais pas moi, il marche encore dans l'opinion par naïveté peut-être chez certains, mais il commence aussi à dater et plus le temps passe, plus cet argument perd sa valeur. Bon, alors donc, il y a la situation économique et puis il y a les réformes juridiques constitutionnelles qui ont été initiées par le président Sayed. Alors, parlez-nous de cette réforme où il semble que dorénavant, le concept de tunisité, si j'ose dire, prend place dans la constitution tunisienne. Expliquez-nous ça. Exactement. En me présentant tout à l'heure, vous aviez dit que j'étais un homme politique tunisien. Je l'ai été. Je n'ai plus d'activité politique aujourd'hui, mais je suis surtout binational. Je suis français et tunisien. Français par ma mère, tunisien par mon père. Donc voilà, c'est important de le dire. Oui, c'est pas grave, hein. Mais oui, là, mais ce qui s'est passé, c'est pas grave, mais ce qui s'est passé en Tunisie concerne directement des gens comme moi. Alors, la Constitution a exclu les naturalisés, on va dire, du droit de se présenter aux législatives. C'est-à-dire dans le sens où la nouvelle Constitution écrite par son rédacteur unique et adoptée par ses supporters disposait dans un de ses articles que pour se présenter aux législatives, il fallait être soit de père tunisien, soit de mère tunisienne. C'est-à-dire tunisien de naissance par le droit du sang. Vous voyez ce que c'est. Imaginez une telle mesure proposée dans n'importe quel pays d'Europe. Imaginez le tollé que ça ferait dans le camp progressiste, ou je dirais même dans le camp croient les valeurs de l'Europe aujourd'hui. C'est impensable. Voilà, aujourd'hui, en Europe, le fait est que même l'extrême droite n'ose pas proposer une telle mesure. En Tunisie, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, que je définis que, si on devait le positionner sur l'échiquier politique, ne serait pas à droite, mais carrément à l'extrême droite, l'a fait. Donc c'est une mesure discriminatoire, raciste, tout ce qu'on veut. Et pour les binationaux, c'est autre chose. Alors les binationaux, parce que les naturalisés ne sont pas obligatoirement ont une autre nationalité d'origine, mais pour les binationaux, il y a autre chose qui est arrivé avec la Constitution. Il n'y avait rien avec la loi électorale, il n'y avait rien dans la Constitution, mais la loi électorale, ce monsieur a réussi à restreindre le champ de la Constitution par la loi, ce qui ne se fait pas. C'est quelqu'un qui a enseigné la hiérarchie des normes à ses étudiants, puisqu'il était assistant de faculté de droit, il n'a jamais été professeur. Assistant de faculté de droit, il a quand même enseigné la hiérarchie des normes, mais il ne l'applique pas à lui-même, dans le sens où la nouvelle loi électorale aujourd'hui exclut expressément les binationaux, c'est-à-dire les personnes ayant une autre nationalité que la nationalité tunisienne, du droit de se présenter dans les circonscriptions situées sur le territoire national. Ils peuvent se présenter à l'étranger. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les naturalisés et les binationaux sont en Tunisie des citoyens de deuxième zone qui sont exclus de toute candidature à ces élections. Personnellement, j'avais aucune velléité de me présenter, mais je trouve qu'une exclusion comme celle-là est quelque chose de très grave, on va dire, et qui caractérise ce que seule l'extrême droite peut proposer, et qu'elle ne propose même pas dans tous les pays d'Europe à ma connaissance. J'entends, mais alors, comment c'est reçu en Tunisie ? Les Tunisiens ont d'autres problèmes à régler et ce n'est pas le sujet où ça provoque vraiment une onde de choc. Qu'est-ce que dit la diaspora ? Alors, oui, pour certains, vous avez raison, pour certains de dire qu'une partie des Tunisiens ont d'autres problèmes. Effectivement, quand la situation économique est catastrophique, on fait face à des pénuries de produits de base, récemment c'était l'essence, mais avant il y avait des produits de base, des fruits et des légumes qu'on ne trouvait pas. Bon, effectivement, c'est l'incapacité de ce gouvernement à résoudre la situation qui fait qu'il y a des gens qui ont d'autres préoccupations. Et pour d'autres, la préoccupation, c'est de trouver à manger tous les jours. Hein. C'est pas, donc on va pas demander à des gens dans cette situation de s'occuper d'une constitution. Là, je pense que des gens dans cette situation sont largement excusables. Par contre, vous aurez des gens, parfaitement, je veux dire, installés socialement, qui n'ont parfois même pas pris la peine de lire la Constitution et qui sont allés voter oui par peur des islamistes, mais pas convaincus par le texte, mais qui n'ont même pas vu la Constitution, qui n'ont même pas lu le projet de Constitution, quand il n'était qu'un projet, ça j'ai vu ça. Maintenant, on voit que cette exclusion des binationaux et des naturalisés se fait plutôt dans l'indifférence générale. Ça ne mobilise pas les foules, à part quelques intellectuels, quelques personnes qui ont souligné ça, mais ce n'est pas ce qui mobilise le plus. Par contre, ce qui mobilise le plus, c'est dire que la prochaine assemblée il y aura très peu de femmes ou pas du tout de femmes dans la prochaine assemblée. Ça oui. Dernière question très rapidement. Est-ce que on peut dire qu'avec ce projet, c'est l'enterrement définitif des espoirs qui étaient nés au moment de la chute de Ben Ali et du printemps arabe ? Évidemment, je crois que maintenant, ceux qui diraient le contraire seraient soit de mauvaise foi ou tout le monde leur irait au nez. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation avec une constitution qui a annihilé tous les contre-pouvoirs. Il y a un pouvoir personnel du président qui a été consacré par cette constitution, sans plus personne pour l'arrêter. Aujourd'hui, la seule chose pour l'arrêter, c'est la société civile, c'est les journalistes, c'est les avocats peut-être. Mais aujourd'hui, les partis d'opposition sont aussi, je dirais, un peu sonnés. Aujourd'hui, ils prévoient de boycotter les prochaines élections, qui c'est vrai ne se dérouleront pas dans des conditions idoines. Mais malgré tout, si on boycotte sans arrêt, moi je m'interroge sur comment s'opposer à un tel pouvoir du moment qu'on a établi le constat que ce qu'il faisait allait beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer depuis quelque temps. Merci Selim Ben Abdesselem.
Voilà, Merci à vous. Un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est une émission produite par France Fraternité, réalisée par Beurre FM en collaboration avec Zora et Alice. À la semaine prochaine. C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.